Thank you, Arya. As already mentioned today, in Brussels, we are remembering that exactly 5 years Eh bien, à Bruxelles, on se souvient qu'il y a 5 ans, il y a une attaque terrible sur l'aéroport de Zaventem et à Maalbeek, à la station de Maalbeek, qui est véritablement en face des bureaux du prochain orateur. Il y a eu plusieurs événements qui ont commémoré ces événements terribles. Donc, c'est un honneur et un plaisir de présenter Gilles de Kerchove, qui a été le coordinateur de la lutte antiterroriste depuis 2007, comme dernier orateur sur la façon d'améliorer la lutte contre le terrorisme et la coordination. L'importance a été véritablement soulignée par la plupart des orateurs. En tant que coordinateur, Monsieur de Kerchove maintient cette coopération sur ce puzzle et s'assure que l'Union européenne joue un rôle actif dans la lutte contre le terrorisme. Avant d'être coordinateur, M. de Kerchove était directeur de la justice et des affaires intérieures au secrétariat de l'Union européenne et il a été très important dans la création de différents instruments juridiques et de l'Union européenne. Il a été aussi responsable des cabinets de plusieurs ministres belges et a publié un grand nombre d'ouvrages sur la sécurité et le contre-terrorisme en Europe. Monsieur Kerchove, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. C'est Terry Schultz qui va mener l'interview sur la radio nationale. Madame, pardon, que nous n'entendons pas. Terry, you have to unmute yourself. We can't hear you. Sorry, that's a classic error. Sorry about that. I was. Désolé, l'erreur classique. Je n'étais pas sûr que M. de Kerchove débute ou moi-même. Merci beaucoup pour cet honneur de faire partie de ce programme et de pouvoir interviewer M. de Kerchove. Et donc, il travaille depuis 14 ans. Je dirais que M. de Kerchove, nous savons tous que la lutte contre le terrorisme est un marathon et ce n'est pas un sprint, mais donc on va commencer par une question facile. Je ne sais pas à quel point vous avez suivi les débats d'aujourd'hui, mais pour vous donner une ouverture, une vision, que pensez-vous a été accompli par l'Union européenne dans cette lutte contre le terrorisme au cours des 5 dernières années? Et donc, on a essayé beaucoup de choses. J'aimerais bien entendre ce que vous avez à dire. Est-ce qu'on est vraiment mieux placé aujourd'hui qu'en 2016? Merci de m'inviter tout d'abord et merci de votre présentation. On me pose la question souvent à l'occasion du 5e anniversaire des attaques de Bruxelles. Ma réponse est la suivante. Si vous regardez les risques en tant qu'une équation à 2 éléments, d'un côté les menaces et de l'autre les vulnérabilités. Et moi, je dois admettre, et c'est l'évaluation des services de renseignement confirmée par Laurent Nunez, les menaces restent élevées. Les attaques planifiées de Syrie et d'Irak perpétrées par des acteurs individuels, pas des acteurs isolés, mais individuels. Et donc, moi, je dirais qu'il faut peut-être parler de la radicalisation. Les menaces sont élevées, mais au cours des 5 dernières années, il est étonnant
à quel point nous avons réduit notre vulnérabilité collectivement, les États membres et les opinions. Il y a 5 ans, le commissaire dirait « Nous sommes ici pour discrètement et modestement soutenir les États membres dans leurs responsabilités sécuritaires. » Mais à une étape, les États membres ont dit « Non, 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 ne soyez pas si modestes. Nous avons besoin de vous parce que l'échelle du problème, les défis auxquels on doit faire face sont tellement importants qu'on a besoin de l'Union européenne. » Bien sûr, sécuriser les frontières Schengen, bien sûr, parce que nous n'avons plus de contrôle aux frontières, mais il faut le faire collectivement. Et nous avons poussé pour qu'il y ait une gestion des frontières, Frontex, changer les règles, comment entrer ou sortir de l'espace Schengen. On n'y avait pas ces banques de données précédemment. Donc c'est un exemple. Un autre sujet important, l'Internet. Même si l'Allemagne a inclus l'Internet dans sa législation, ça ne suffit pas. Il faut mobiliser les ressources de 27 États membres et la force de l'Union européenne pour pouvoir faire en sorte que les GAFA changent leur état d'esprit et leur façon d'opérer ou d'agir. Quelque chose sur lequel je travaille de plus en plus, c'est l'émergence de la high-tech, de la haute technologie. Ce dont on a parlé cet après-midi, c'est le passage des acteurs isolés utilisant des armes comme des armes blanches ou des explosifs fabriqués à la main, mais maintenant, à cause à cause plutôt de la high-tech, les gens auront à disposition des choses de plus en plus sophistiquées. On peut acheter un drone dans un petit magasin de jouets. Vous pouvez utiliser Galileo. Vous pouvez fabriquer un petit virus dans votre petit laboratoire et puis libérer ce virus mortel dans un stade avec 40 000 personnes. Donc, on a besoin de l'Union européenne pour lutter contre cela. Donc, en résumé, le point de rupture, ce n'était pas tellement le Bataclan, mais Charlie Hebdo. Lorsque les chefs d'État et de gouvernement ont ordonné aux différents ministères d'en faire plus du côté répressif, on a fait beaucoup de ce point de vue-là, coopération policière, justice, lutte contre le financement du terrorisme, protection des espaces publics, etc. Deuxième point, beaucoup plus difficile, comment prévenir la radicalisation? Nous avons commencé à construire une expertise, on en sait plus que précédemment, mais on est encore loin de l'endroit où on devrait y être. Et le troisième point, intéressant, demander à la Commission européenne d'impliquer beaucoup de nos voisins, le Maroc, les États Balkans, parce que on a besoin de les aider à renforcer leurs propres capacités. Le changement est étonnant. Moi, ça fait 14 ans que je travaille dans ce domaine. Les dernières années sont exceptionnelles. Oui, nous avons réduit notre vulnérabilité. Et il faut utiliser Europol et Eurojust. Les Français ne voulaient pas travailler avec Europol. Et il était hors de question d'avoir Europol dans une enquête française, où, par exemple,
les procureurs ne voulaient pas qu'Europol travaille à la suite des attaques de Charlie Hebdo. Mais depuis Charlie Hebdo, les choses ont changé. Avec le financement de l'Union européenne, il y a effectivement une aide même aux enquêtes. C'est un changement. Mais ils ont fait beaucoup d'efforts. Eh bien, il y a eu un changement dans l'état d'esprit. Mais on entend encore parler de cas où les États membres ne veulent pas partager leurs informations avec d'autres États. Et on en a déjà parlé précédemment. Le manque de confiance. On peut construire tous les mécanismes que l'on veut, mais si les États membres ne se font pas confiance pour partager des informations et des renseignements, comment est-ce que vous voyez la différence venue? On voit les choses aussi au sein de l'OTAN. Eh bien, tout d'abord, je ne suis pas dans le cadre Intel. Je ne peux pas savoir quel est le degré de partage. Mon information, c'est qu'ils partagent quasiment tout dans le contre-terrorisme. Ils ne le faisaient pas précédemment. Et j'étais très choqué au départ de ce phénomène lorsque 5000 citoyens européens ont rejoint Daesh, l'État islamique. Nous n'avions pas de liste consolidée de tous les Européens qui se trouvaient en Syrie et en Irak. On a mis beaucoup de pression. Et moi-même, ce n'était pas très plaisant. Et je ne leur ai pas fait plaisir du tout non plus. J'ai mis beaucoup de pression en termes de communication. Mais c'est terminé. La communauté du renseignement et le contre-terrorisme, le CTG, ont maintenant une base commune. Ils ont des représentants qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ensemble, partagent tout. Je n'ai aucun doute. Là où ils ne font pas de partage, c'est sur le contre-renseignement. Il y a d'autres aspects aussi. Mais dans le contre-terrorisme, j'ai aucun doute là-dessus. Ils collaborent, ils coopèrent. Le problème n'est plus de partager. Le défi, il y a deux autres défis. C'est de recueillir l'information et le problème de l'analyse de l'information, des renseignements. Donc, si vous voulez savoir ce qui a été fait, il faut construire ces canaux sur 3 piliers. Le recueil, le partage, l'analyse. Le problème, c'est que le recueillement est de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que à Bruxelles, nous faisons beaucoup attention sur la vie privée et la protection des données. Tellement que le RPCC, qu'il est de plus en plus difficile pour la Commission de pousser pour des législations en faveur du recueil du renseignement, parce qu'il y a beaucoup de forces qui pensent qu'on en collecte trop. Et vous avez beaucoup de parlementaires qui sont opposés au recueil des données, parce qu'il faut recueillir des données du secteur privé. Les données sur l'Internet, sur les transactions financières, sur les métadonnées, etc. Mais ce n'est pas simplement le Parlement européen, il y a la Cour de justice aussi. Vous allez voir aussi que la Cour a changé sa jurisprudence parce que beaucoup de juges se sont rendus compte qu'on est vraiment sur un terrain glissant où on va un petit peu sur le système américain où la NSA a des portes dérobées dans les systèmes informatiques qui vous permettaient de siphonner toutes les informations des banques de données. Eh bien, Schrems 1, Schrems 2, vous allez voir que la Cour est de plus en plus attentive à la protection des données.
législation passée imposant aux opérateurs de télécom de conserver les métadonnées passant par leur plateforme pendant 2 ans. C'est quoi les métadonnées? Ce n'est pas les courriels, c'est qui a envoyé un courriel à qui est le propriétaire de l'adresse IP, etc. Des choses qui sont très, très intéressantes et importantes pour les services de sécurité. Et vous ne pouvez pas collecter ces métadonnées des citoyens d'un pays si ces citoyens ne sont pas liés à une suspicion d'action terroriste ou criminelle. Eh bien, les sociétés d'Internet développent de plus en plus de systèmes de chiffrage de telle sorte qu'on n'a plus accès au contenu. Donc, on ne peut pas contrebalancer l'accès ou le non-accès au contenu qui est de plus en plus chiffré par l'accès aux métadonnées. Alors, si on arrive à ça, donc on est dans le noir. Donc, le premier défi, c'est comment collecter des données. Deuxième problème, partager des données. Au cours des 5 dernières années, les États membres ont rempli les banques de données. Il y a beaucoup de données. On a amélioré la biométrie. On a amélioré l'interconnexion entre les banques de données. Par exemple, aux frontières de Schengen, un garde-frontière peut immédiatement voir que vous êtes enregistré sous tel nom dans tel endroit et sous tel autre nom dans un autre nom. Donc, il y a le troisième pilier qui est l'analyse des données, où les analystes sont confrontés à un tsunami de données. Ce n'est pas qu'ils manquent de données, ils en ont trop. Vous savez, en informatique, on appelle ça du bruit, parce qu'ils ont des données qui viennent des satellites d'observation, d'interception des relations téléphoniques, des informations des renseignements humains, du renseignement électronique, et c'est ce que le président Macron a suggéré, de créer une académie de formation des analystes des données, parce que l'analyse, c'est un point très, très important. Donc, je mets du temps à vous répondre, mais ce qui m'inquiète, c'est la collection et l'analyse des données, le recueil. Eh bien, c'est ce qui va marquer l'avenir des discussions qu'on va avoir. Ces informations devront être utilisées aux frontières extérieures de l'Europe, parce que sans cela, vous mettez l'Union européenne au risque d'être dans le noir. Et donc, est-ce que ce débat sur la vie privée et l'utilisation de la technologie va se poursuivre? Oui, il y a un débat énorme au sein de la Commission ces jours-ci, parce qu'on prépare des législations sur la façon de gérer les différents usages de l'intelligence artificielle. Une idée serait de considérer que toute utilisation de l'intelligence artificielle en justice et en sécurité serait considérée comme étant à très grand risque a priori, et d'une certaine manière définirait des conditions très strictes pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Tout le monde est inspiré par le modèle social des Chinois. Nous avons tous vu cette série sur Netflix, Black Mirror. Bien sûr qu'il y a des risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la reconnaissance faciale. Bien sûr. Mais c'est intéressant
à développer et développer une intelligence artificielle cohérente avec les valeurs européennes et pas simplement avoir l'utilisation de l'intelligence artificielle à la chinoise. Et ce sera de l'intérêt des citoyens de l'Union européenne de trouver un équilibre sur la façon de traiter ce problème et de ne pas faire un costume taille unique pour cela. Il faut avoir, si vous voulez, un bac à sable informatique où on pourrait jouer avec différents modèles. Et c'est mon message. Il y a un problème de sécurité, il y a un problème industriel. Nous ne voulons pas acheter de l'intelligence artificielle américaine ou chinoise. Nous voulons une autonomie. Il y a un problème stratégique aussi. Et il ne faut pas décourager l'intelligence artificielle dans le domaine de la sécurité, mais définir des conditions extrêmement strictes pour éviter des biais algorithmiques et, en bref, et d'éviter le modèle social chinois. Mais la question, c'est est-ce qu'on serait d'accord pour utiliser par des réseaux de caméras pour retrouver, par exemple, un enfant qui a disparu? Est-ce que vous êtes prêt à utiliser les caméras de surveillance pour retrouver un individu dangereux? Ou est-ce qu'on utilisera l'intelligence artificielle, non pas en temps réel, mais a posteriori, voire ou dans un contexte d'une enquête spécifique, la personne qui est recherchée peut être retrouvée? Bien, ce n'est pas une discussion facile et il faut construire de la confiance parmi les citoyens parce que notre monde sera de plus en plus dirigé ou infiltré par l'intelligence artificielle. Ce sera effectivement la question. Quel type d'intelligence artificielle? Je ne peux poser qu'une dernière question, mais elle est importante. C'est quelque chose dont vous avez parlé récemment, l'inquiétude au sujet de la corona, les faiblesses exposées par la corona. C'est une crise sanitaire, mais aussi une crise de sécurité. Où sont les principales vulnérabilités lorsque on commence tout doucement à se sortir de cette pire pandémie qu'on ait connue récemment? Et les complots terroristes sont restés sous le couvercle pour l'instant. Peut-être que des attaques d'attaquants solitaires pourront reprendre une fois que les restrictions de confinement seront levées. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas vu d'impact direct de la crise du corona sur le terrorisme en Europe, au moins. À l'extérieur de l'Europe, c'est la continuation de ce qui se passait précédemment. Il est difficile de dire s'il y a un lien direct avec le confinement, mais je vois 5 impacts de cette crise. Le premier, un accroissement énorme du volume du contenu illégal sur Internet. Ça a un impact sur les gens parce que quand vous êtes seul chez vous, vous passez beaucoup plus de temps sur l'Internet, vous êtes plus vulnérable. Certaines personnes se radicalisent par l'Internet. Je suis d'accord avec ce qui a été dit dans la table ronde de cet après-midi. Il faut un recruteur, bien sûr, mais l'Internet, c'est l'incubateur de la radicalisation. Les nouveaux développements qui m'ont beaucoup impressionné, vous voyez une convergence de 3 types de choses. Le terrorisme, les décapitations de Daesh, du discours de haine, discours antisémite, et la désinformation. Désinformation par les États a été mentionnée, les Turcs,
la désinformation sur ce qu'on appelle l'islamophobie en France, et ça a eu un impact aussi. Je crois qu'on pourra avoir d'autres formes de radicalisation. J'ai mentionné la technophobie, des gens qui sentent qu'ils sont abandonnés dans un monde avec des réseaux de télévision, avec l'Internet des objets, avec des voitures connectées. Durant le confinement, on a vu des gens qui ont mis le feu à des émetteurs de la 5G. C'est d'autres formes d'extrémisme, comme ces gens qui croient que le monde s'effondre, les collapsologues qui attaquent le gouvernement parce qu'il n'en fait pas assez contre le réchauffement climatique. On peut voir de nouvelles formes de radicalisation. Et c'est évident, mais il faut le voir de plus près. Le cyber, les attaques, les cyberattaques se sont accrues. Il n'y a pas eu d'accroissement du terrorisme, mais peut-être que dans 5 ou 6 ans, on va voir des cyberattaques terroristes et l'impact de la pandémie. Il n'y a pas besoin d'un doctorat pour comprendre que ça a un impact phénoménal. Je sais que techniquement, il est impossible de produire des virus, mais la high-tech se développe très rapidement. Je ne crois pas que pour l'instant, il n'y a pas un retour de manivelle important, mais il y aura un impact budgétaire, financier, économique dans certains pays, moins de ressources pour la justice et le maintien de la loi, ce qui pourrait mener à plus de terrorisme. Mais voilà le résumé de mes réponses. Eh bien, donc on aura beaucoup de choses à écrire à l'avenir. Merci pour votre réaction et merci beaucoup. C'est un privilège de vous avoir ici sur cette journée-là pour la Belgique. Merci de nous avoir donné ce temps.